Avant de bien démarrer la semaine, nous allons proprement terminer la semaine précédente. Bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et là, aujourd'hui, c'est la vidéo de récap, plus un petit rattrapage. Alors pourquoi un petit rattrapage? Parce que je n'avais pas encore fait tous les sondages de la semaine dernière, donc on va les voir rapidement. Ensuite, on va voir la récap en elle-même, c'est-à-dire la compilation de tous les sondages publiés la semaine dernière. Alors avec une exception près, je vais vous dire pourquoi. Et donc, ce qui nous permettra d'avoir un tableau d'ensemble de l'actualité sondagère de la semaine dernière et de cette campagne électorale, où en sont les différents candidats. Donc, c'est parti, et comme vous pouvez voir en titre, on va se poser la question de si Marine Le Pen est bien sûr d'être au second tour, ou est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui est maintenant en troisième, a une chance de passer devant. Donc, c'est la question à laquelle on tentera de poser à la fin de cette vidéo. Alors, c'est parti, et on commence avec le sondage de Cluster 17. Alors, Cluster 17 n'a plus de commanditaires. Ce sont des sondages qu'ils font eux-mêmes. Jusqu'ici, Marianne était un client. En fait, c'est un institut qui existe par lui-même parce que ça a été monté par des universitaires, désolé. Donc, comme ça a été monté par des universitaires qui font leur travail de recherche avec, ils n'ont pas besoin de commanditaires ou de clients. Donc, ils avaient à un moment donné un client, mais ce n'est plus le cas. On a ici les dates de ce sondage qui s'affichent, donc 14 au 16 mars, donc c'était en début de semaine dernière, jusqu'au milieu de semaine même. Et on a l'échantillon, donc 1873 personnes. Alors la marge d'erreur, c'est d'environ 2,5% tout simplement. Donc je vous la donne, elle n'est pas affichée proprement ici, c'est dommage. C'est dommage. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit Emmanuel Macron à 29,5, donc là on est tout à fait record avec les autres instituts de sondage. Alors je dis ça parce que jusqu'ici, Cluster 17 avait souvent des estimations pas mal en écart des autres instituts, et on va voir qu'en fait, il y a assez peu d'écart. Il y a au plus 1 point, 1,5 point d'écart avec d'autres instituts de sondage, mais globalement, il n'y a plus vraiment de différence. Suivant ensuite Marine Le Pen, donc à 16%. C'est par rapport à la semaine dernière, l'institut qui donne le moins de points à Marine Le Pen, à une exception, on verra ça plus tard. Jean-Luc Mélenchon, donc 3e à 14, Éric Zemmour à 12 et Valérie Pécresse à 10,5. Donc voici donc le premier tour selon Cluster 17. Maintenant, on va passer à l'institut de sondage BVA. Donc BVA, donc c'était du 15 au 16 mars, donc même période, donc on est en plein milieu de la semaine dernière, 1500 personnes. Les marges d'erreur sont affichées, donc ici ils les indiquent parce qu'ils prennent en compte 900 personnes qui ont effectivement répondu et qui sont effectivement sûres d'aller voter, donc ça c'est qu'ils utilisent. Donc pour des intentions de vote à 2,6 à 20%, il faut compter 2,6 points de marge d'erreur, donc une marge d'erreur un petit peu large. Et pour 30% c'est 3%. Donc on va se dire que c'est entre 2 et 3% selon le score. Donc plutôt marge d'erreur un peu plus élevée, je crois que c'est les plus grosses marges d'erreur de toute la semaine. Donc en termes d'intention de vote, hop, là donc ils font leurs analyses, donc, nous on va voir les chiffres bruts, c'est ce qui nous intéresse. Alors comme on peut voir, on a ici les marges d'erreur. Donc 30% pour Emmanuel Macron, donc assez classique, 18% pour Marine Le Pen, 13% pour Zemmour, 10% pour Valérie Pécresse et 13% aussi pour Jean-Luc Mélenchon qui est ici 3e ex aequo. Donc voilà, on notera quand même une bonne dynamique de Marine Le Pen, donc autant pour Cluster 17, ça pouvait être simplement une correction, et là on a vraiment une dynamique. Alors maintenant il va être temps de passer à la récap, mais avant de passer à la récap, on va voir quand même rapidement le second tour. Pour BVA, il n'y a pas de second tour pour Cluster 17. Donc c'est parti pour le second tour. Donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 58,42%. Assez classique en réalité, par rapport. Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 506, 34%, c'est un écart énorme, mais c'est aussi classique. Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon, 65, 35, c'est aussi assez classique. Donc voilà, ils n'ont pas testé l'hypothèse avec Valérie Pécresse au second tour, eux non plus. Donc maintenant, on va passer aux chiffres de la récap. Donc, on va commencer avec comment dirais-je? On va commencer... Hop, ça s'affiche pas. Ah, peut-être qu'il faudrait que j'enlève ceci. Voilà. Donc ici, c'est tous les sondages qui ont été publiés la semaine dernière. J'ai simplement retiré un qui est... je crois que... Alors, je sais pas si c'est Odoxa ou Kantar, mais l'un des deux qui n'a pas publié. Donc, forcément, je l'ai retiré parce qu'il
ils n'ont pas renouvelé. L'autre qui a publié, mais des chiffres qui étaient déjà vieux d'une semaine. Donc du coup, par rapport aux autres sondages, les chiffres étaient en décalage par rapport à la semaine de publication. Mais si on prenait ces chiffres-là par rapport à la semaine où l'enquête a été faite, ben là, il n'y avait plus d'écart. Cependant, ça ne change pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai purement et simplement retiré, il me semble que c'était... alors, je ne sais plus si c'était Odoxa ou Kantar, je vérifierai, je mettrai ça en source de la vidéo. Mais voilà, donc du coup, il y a BVA qu'on a vu, on a Cluster 17 bien évidemment. On a donc les 3 rulings, donc OpinionWay, Ipsos, IFOP. On a aussi Elab et Harris. Donc voilà, là je vous ai fait la liste des instituts de sondage qui sont ici pour la semaine dernière. Et chaque semaine, ce sont tous les instituts qui publient avec des chiffres pas trop vieux de préférence. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a donc Emmanuel Macron dont la bonne dynamique liée à la guerre en Ukraine se tasse un petit peu. C'est assez logique, elle est moins présente dans l'actualité. Suivi de Marine Le Pen à 17,36%. Donc là, on voit entre guillemets une bonne dynamique. Donc là-dessus, je vais en parler un peu plus, puisque la semaine dernière, sur la récap, j'avais dit qu'il y avait 2 types d'instituts de sondage. Il y avait ceux qui me plaçaient Marine Le Pen entre 14 et 15%, et il y avait ceux qui plaçaient Marine Le Pen aux alentours de 18, entre 17 et 19% si je prends la semaine dernière, mais sinon c'était autour de 18 la semaine précédente. Et donc, globalement, la quasi-totalité des instituts sont allés vers le sens 17 à 18%. Même Cluster 17 qui est passé à 16%, donc on est passé au-delà de 15%. Ipsos, on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo parce que c'est en début de cette semaine, mais ça a été passé aussi à 16%. Et les autres instituts qui étaient à 14,5, 15, je crois que c'était Elab, est passé aux alentours de 17%. Donc, tous les instituts placent Marine Le Pen entre 17 et 19%. Donc ici, on est plutôt dans une hypothèse un peu plus basse sur cet ensemble-là. Mais voilà. On remarquera que Valérie Pécresse et Éric Zemmour n'ont pas réussi vraiment à ralentir leur chute. Donc en fin de semaine dernière, on pensait qu'ils étaient en train de ralentir leur chute, mais avec les dernières publications et modulo le fait qu'un institut qui donnait des chiffres plus élevés avait des chiffres plutôt anciens, en réalité, ça n'a pas vraiment ralenti. Donc ils continuent à baisser assez fortement chacun. Et cela profite à Jean-Luc Mélenchon qui, du coup, en plus, a une assez grosse poussée. Donc, comme vous pouvez voir, c'est plus d'1 point en une seule semaine, c'est énorme. Malgré certaines prises d'opposition un peu ambiguës sur la guerre en Ukraine qui avait stoppé sa progression. Donc, d'ailleurs, on voit vraiment qu'il commençait déjà une belle progression. Ça s'est arrêté net. Alors, ça n'a pas baissé comme pour Éric Zemmour, mais ça s'est arrêté net et il a repris ensuite. Yannick Jadot qui reste au-dessus des 5%, donc de justesse, mais il reste quand même. On va voir maintenant la deuxième compilation. Donc la deuxième compilation, ce sont les instituts de sondage qui publient au moins une fois par semaine depuis maintenant 8 ou 9 semaines. Cela me permet d'avoir chaque semaine un panel d'instituts de sondage qui reste constant. Et donc je n'ai pas des variations liées au fait qu'on avait un institut qui est sur côté tel candidat ou qui est sur côté tel autre candidat qui publie ou qui ne publie pas. Donc du coup, on est à biais constant. Et là, les choses sont quand même un petit peu différentes. Alors certes, Emmanuel Macron baisse. Alors il baisse plus fortement parce qu'il y avait un institut de sondage, c'était Elab, qui l'avait mis à 33,5 carrément la semaine précédente, donc ce qui était énorme. Forcément, juste la correction de cet institut, ça suffit à faire pas mal de baisse, mais mis de rien, il est plutôt globalement en baisse, lié au fait, là encore, que la guerre en Ukraine se tasse. Donc c'était vraiment la guerre en Ukraine qui avait fait donner un boost énorme. Donc forcément, ça se tasse un petit peu. Marine Le Pen est ici à 18%, donc là c'est là encore Elab qui a corrigé donc, le score de Marine Le Pen, donc il donnait plutôt à 15% il me semble il y a quelques temps, donc là ils sont à 18%, ils étaient à 17 ou 18% dernièrement. On a Éric Zemmour qui continue à baisser, mais là il baisse moins fortement, c'est assez intéressant, et Valérie Pécresse qui ici aurait réussi à amortir le choc, c'est-à-dire que là elle n'a pas baissé d'une semaine à l'autre, donc c'est un petit exploit parce que la dynamique était très négative. Alors peut-être qu'elle profite aussi du fait que des électeurs qui ont pu choisir Macron la semaine dernière choisissent Valérie Pécresse parce que l'effet drapeau, l'effet union sacrée serait moins fort maintenant. Yannick Jadot qui peine à se maintenir au-dessus des 5% et avec Jean-Luc Mélenchon qui fait une assez forte progression à 13,5%. Alors en réalité, donc la progression de Jean-Luc Mélenchon, on voit surtout qu'elle met en difficulté les petits candidats à gauche. Donc forcément, il y a Anne Hidalgo qui est en difficulté, qui a peine à maintenir 2%. Philippe Poutou et Florence, je crois que c'est Florence Artaud, je me trompe peut-être de prénom, désolé si c'est le cas, qui
peine à rester au-dessus de 1%, donc certains donnent encore 1,5%, mais ça peine. Donc du coup, ils grignotent petit à petit chez d'autres candidats, donc Fabien Roussel qui était à 4%, qui a perdu aussi un demi-point. Donc tout ça cumulé fait justement cette augmentation de score de Jean-Luc Mélenchon, donc il n'a pas profité de l'absence de Taubira tout de suite, mais qui après coup, peut-être qu'il en profite un petit peu. Et surtout, il n'est plus mis en difficulté par la guerre en Ukraine. Là aussi, on voit la stabilisation liée au début de la guerre en Ukraine, donc il avait une très bonne dynamique. Hop, la dynamique s'est énormément ralentie avec la guerre en Ukraine, il y a peut-être aussi un effet rattrapage ici, tout simplement. On va passer maintenant au second tour. Alors voilà pour les seconds tours, donc là je vais rajouter Macron et Mélenchon juste de manière assez succincte, je ferai les graphiques peut-être la semaine dernière, il va falloir que je trouve de la place. Donc Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, donc il est à noter que de moins en moins d'instituts de sondage testent cette hypothèse-là. Donc là je prends seulement des instituts qui publient chaque semaine, alors le truc c'est que par exemple pas Odoxa, OpinionWay ne publie plus tout le monde, du coup ça va commencer à être difficile pour certains candidats. Voilà, donc je vais voir comment je vais faire évoluer ces graphiques-là. Donc on voit Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, donc l'écart est assez très grand, donc il a augmenté, moins qu'avant, mais il a continué à augmenter, 65-34%. Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, donc là ça s'est stabilisé légèrement réduit, mais c'est quand même du 58,5-41,5, donc c'est beaucoup. Emmanuel Macron face à Éric Zemmour, 68,32%, donc je dirais il n'y a pas photo. Donc là c'est vraiment des problèmes de report de voix. Je vais vous montrer autre chose juste après, justement. Macron face à Jean-Luc Mélenchon, c'est 66,5 contre 33,5, donc là encore un écart très important. Alors comment expliquer ces grands écarts? Du coup j'ai fait un extrait de ma feuille Excel, enfin c'est feuille Excel mais je n'utilise pas Excel, j'utilise LibreOffice, donc un extrait de mon tableur LibreOffice qui donne ceci. Donc là j'ai pris les chiffres qui servent de base pour des analyses avec institut de sondage qui publie au moins une fois par semaine. Et là, surtout, je vous ai fait les regroupements pour voir ce que l'état des forces. Donc l'extrême gauche qui, du coup, a à peine plus de 1% réunis. Donc Artaud et Poutou réunis. J'ai mis donc, après les partis avec des personnes qui ont participé à des gouvernements. Donc c'est pour ça qu'on a France Insoumise et le Parti communiste qui sont sur la gauche normale. Ça fait 24,5. Et si on fait de la somme, on est à 25,5-26% pour toute la gauche réunie. Donc ça fait très peu. Donc ceci explique probablement le score de Jean-Luc Mélenchon. C'est très difficile lorsqu'on est sur un courant qui globalement, même au sens large, fait que 26%, de réunir beaucoup plus que 30%. Parce que voilà, après il y a l'abstention éventuellement. On remarque que donc Emmanuel Macron à lui tout seul fait donc près de 30%, donc il fait 29%, donc à lui tout seul il fait plus que toute la gauche, il fait plus aussi 2 fois plus que la droite, même plus de 2 fois plus que la droite, il fait presque autant que toute l'extrême droite réunie. Alors j'ai mis Dupont-Aignan à l'extrême droite juste parce qu'il avait fait un accord avec Marine Le Pen aux dernières élections, donc du coup c'est quelqu'un qui semble avoir plus d'affinité en ce moment avec l'extrême droite qu'avec la droite classique. Ceci étant dit, ce n'est pas un jugement de valeur. Je mets extrême droite, extrême gauche et autres par rapport aux dénominations communes, pas par rapport à des jugements de valeur. Donc voilà ce qu'on a ici. Alors maintenant, il se passe en plus autre chose, c'est que pour ce qui concerne Éric Zemmour, les électeurs de Marine Le Pen ont du mal à se reporter massivement sur Éric Zemmour. Donc il y a eu pas mal de sondages où ils mesurent le report de voix. Alors, sur un seul sondage, je ne prends pas très au sérieux parce que les échantillons sont trop faibles, mais lorsque c'est répété, ça commence à devenir intéressant. Et en gros, il y aurait un peu plus de la moitié des électeurs de Marine Le Pen qui voteraient Éric Zemmour au second tour. Donc, un peu plus de la moitié, ça veut dire tout simplement que le report de voix ne se fait pas très bien. Et évidemment, donc au niveau de Valérie Pécresse, de la droite classique, il y a assez peu de monde qui fait ce transfert-là. Par contre, le transfert se fait beaucoup mieux de Valérie Pécresse vers Emmanuel Macron. En cas de second tour, donc, avec Emmanuel Macron contre n'importe lequel des autres candidats sauf Valérie Pécresse, cela va sans dire, il y a un assez bon report de voix de la droite vers le centre, vers Emmanuel Macron. Par contre, si Valérie Pécresse est candidate face à Emmanuel Macron, il y a un très mauvais report de voix de l'extrême droite vers la droite.
Et voilà, donc c'est ce qui explique justement ces scores-là, c'est que le report de voix se font assez mal. Marine Le Pen tire presque un peu plus son épingle du jeu parce qu'elle bénéficie d'un report de voix massif depuis le vote Éric Zemmour, mais a évidemment plus de mal à avoir un report de voix de la droite vers elle. D'où ces scores-là, sachant que dans ce cas-là, la gauche voterait beaucoup moins massivement pour Emmanuel Macron, contrairement à ce qui s'était produit auparavant. Je crois que c'est grand maximum 50% de la gauche qui voterait Emmanuel Macron, et encore, c'est pas certain. Donc tout ça explique très bien tous ces scores-là. Alors maintenant, il y avait la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a une bataille entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour le second tour. Alors comme on peut le voir au niveau des dynamiques, pour Valérie Pécresse et Éric Zemmour, ça va être très compliqué d'être au second tour. Éric Zemmour avait pris des positions assez particulières vis-à-vis de Vladimir Poutine, et on les avait prises, mais en plus, les avait prises de manière très affirmée, et on avait beaucoup parlé. Du coup, il le paye le cash. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, sur le plan de qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de l'Europe de l'Est, vis-à-vis de la Russie, sont à peu près d'accord avec finalement les positions d'Éric Zemmour, donc négociation des frontières, neutralité de l'Ukraine qui renoncerait à candidater pour rentrer dans l'OTAN. Donc ça, ce sont des positions qui sont les positions effectivement de Vladimir Poutine sur l'Ukraine, sauf qu'il s'affirme beaucoup moins favorable à Vladimir Poutine sur un plan philosophique, notamment Jacques Mélenchon qui dit qu'il condamne complètement Vladimir Poutine, il est vraiment contre, ce qui n'empêche pas d'avoir les mêmes positions lorsqu'il s'agit de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement, mais facialement il le condamne complètement. Pour Marine Le Pen, elle est sur une position plus entre deux, elle a surtout fait un profil bas, c'est-à-dire qu'elle ne les a pas autant mis en avant que Éric Zemmour. Du coup, ces candidats profitent entre guillemets de la situation et peut-être de la faiblesse d'Éric Zemmour, quelque part. Donc on voit que la dynamique de Jean-Luc Mélenchon est très bonne. Et effectivement, avec 1 point, voire 1,5 point de plus par semaine, il est tout à fait possible de se retrouver, donc il reste encore 3 semaines, 16% et demi. Pour cette présidentielle, ça peut être suffisant pour être au second tour. Cependant, Marine Le Pen progresse aussi. C'est-à-dire que si elles étaient restées dans le même niveau entre 15, 16 ou aux alentours de 7%, il y aurait vraiment bataille. Là, pour le coup, Marine Le Pen est aussi dans une dynamique plutôt positive. Et donc, c'est un jeu en fait du chat et de la souris. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon progresse beaucoup, mais Marine Le Pen progressant aussi un peu, elle se retrouve à rester hors de portée de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui pourrait se passer, et là c'est quelque chose qui sera très intéressant de scruter, c'est que si jamais Marine Le Pen fait un faux pas durant ces dernières semaines de campagne et se reprend à -1, -2%, voire -3%, comme Éric Zemmour, une inversion de dynamique. Là, effectivement, le match serait relancé. Après, il faudrait quand même rajouter une petite prudence. C'est-à-dire que si, au soir du premier tour, par rapport aux chiffres que je vous présente, donc là on est à 3 semaines, donc il peut y avoir des variations, mais je vais aussi vous présenter ces mêmes graphiques vendredi soir, juste avant le premier tour. Il faudra rester prudent qu'il peut y avoir 1 à 2 points d'écart avec les vrais résultats. Et les résultats qui sont affichés le soir du 20h peuvent avoir eux-mêmes 1 à 2% d'écart avec les résultats définitifs. C'est classique. La plupart du temps, ça ne change rien. Puisque lorsqu'on a des écarts comme ici qui sont de 5 points ou de 10 points, forcément ce ne sont pas 1 2% qui changent grand-chose, ni même 3 ou 4%. Si par contre on devait se retrouver vendredi avec des scores assez serrés, par exemple un 15% pour Jean-Luc Mélenchon et un 18% pour Marine Le Pen, on pourrait très bien avoir un +2, -2, et donc avoir un Jean-Luc Mélenchon qui passe devant Marine Le Pen. Ça ne serait pas un échec des sondages, on serait dans la marge d'erreur des sondages. L'année dernière, l'écart moyen était de 1%. Enfin, pas l'année dernière, à la dernière élection, l'écart moyen était de 1%. 1%, ça veut dire que, par exemple, avec les chiffres ici, Emmanuel Macron pourrait très bien être à 31 ou à 29 piles au lieu d'être pratiquement à 30. Jean-Luc Mélenchon pourrait très bien être à 14,5. Marine Le Pen être en réalité à 16%. Donc vous voyez que c'est déjà plus proche. Ou au contraire, Marine Le Pen pourrait très bien être pratiquement à 19%. C'est possible. C'est la prudence que l'on fait, ce sont les marges d'erreur. Et du coup, l'écart ici entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour est complètement non significatif.
L'écart entre Éric Zemmour ici et Jean-Luc Mélenchon est significatif parce que ça commence à compter. Mais c'est 1,5 point. Ça pourrait très bien être une inversion le soir d'un premier tour. Cet écart-là n'est pas suffisant pour s'assurer que c'est effectivement ce résultat-là. C'est un peu plus significatif, mais ça n'est pas tant que ça. Par contre, l'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ici est significatif pour le moment. Ce qui fait dire qu'il peut y avoir un match au soir du premier tour, c'est le fait qu'il reste encore 3 semaines de campagne et que les dynamiques font que Jean-Luc Mélenchon peut monter encore plus haut et monter à 16% assez facilement. On l'a notamment ici, si on prend avec ce que les sondages hebdomadaires, on voit encore, donc là on a un écart de 4,5 points, mais avec un Jean-Luc Mélenchon qui progresse de 1,5 point en une seule semaine, donc 1,5 point par semaine, imaginons que ça fait 4,5 points. Donc là il pourrait y avoir match, sauf que là une augmentation de Marine Le Pen d'1 point, donc c'est encore, ça serait suffisant. Mais effectivement, si par contre Marine Le Pen se retrouve à 17,5 et que Jean-Luc Mélenchon se retrouve à 16,5, les jeux ne seront pas faits. Et ici, on peut voir que Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont effectivement à égalité. Et là, l'écart, par contre, avec Jean-Luc Mélenchon est de 2 points, mais plus 1,5 point d'un côté, moins 1,5 point de l'autre côté, ça peut faire une inversion. C'est justement pour ça qu'il faut être prudent. Et c'est aussi ça qui fait qu'il peut finalement peut-être qu'il y a avoir match, il y a une petite incertitude si on prend en compte les dynamiques, donc les marges de progression possibles, les marges de baisse possibles, parce que un faux pas, et hop, ça fait, on peut se prendre moins 1 point par semaine durant 2 semaines ou 3 semaines, c'est suffisant pour faire mal. Donc voilà pourquoi tous les jeux ne sont pas encore faits dans cette présidentielle. Voilà, donc ainsi s'achève cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long puisque là j'ai dépassé les 20 minutes. J'évite de trop dépasser les 20 minutes. Et je vous dis, abonnez-vous, likez, commentez, et je vous dis à bye bye. À la prochaine vidéo, je vais essayer de vous enregistrer une autre vidéo dans la soirée pour peut-être demain matin ou demain de la journée avec les rollings de ce lundi soir. Allez, ciao!